je suis né à Meknès. Donc en 1944, j'ai vécu presque 20 ans en Meknès, dans le Feuilles-Miller, c'est-à-dire dans le quartier juif. Tout était juif à l'époque. Et après 1948, les sionistes ont commencé à venir à Meknès, au Mella, et ils ont organisé des mouvements de jeunesse pour faire partir les juifs et pour organiser les jeunes. Nous vivions tranquillement en général, et puis jusque vers la fin des années 50, là vraiment les sionistes ont commencé à récolter les fruits de leur travail, de ça, et les juifs ont commencé à partir en masse pour Israël, avec la bénédiction du gouvernement marocain de l'époque, de Hassan II. Et ça a fait une cassure. Et donc même les juifs qui ne voulaient pas partir en Israël, parce qu'il faut dire que la moitié des juifs marocains, si la moitié est partie en Israël, l'autre moitié a préféré partir au Canada, en Espagne et en France. Donc moi j'ai fait des études de Casablanca, j'ai quitté le Maroc en 1967 la première fois, et puis je suis revenu en 1978, j'étais maître assistant à la fac de droit de Casablanca jusqu'en 1987, et puis je me suis installé à Paris depuis 7 ans. Toute ma famille est partie en Israël, d'une part. Et qu'est-ce qui m'a fait? Parce que quand je suis allé les voir, la première fois quand je suis allé, c'était en 69, je suis allé voir ma famille, quand je dis ma famille au sens large, et j'ai vu que les Marocains, ma première critique du sionisme était venue de là, c'est-à-dire que les juifs marocains étaient traités avec beaucoup de racisme, de mépris par les juifs ashkénazes. Et donc j'ai vu assez rapidement l'organisation d'une société inégalitaire et raciste. Et ça a commencé, ma critique d'Israël est partie de là. Voilà. Et donc je n'ai jamais voulu, je ne ressentais aucune sympathie, aucune attache particulière pour ce pays, bien avant d'étudier son histoire, ce qu'il a fait aux Palestiniens, etc. C'était un sentiment déjà personnel vis-à-vis de cette société-là qui ne me plaisait pas du tout. Oui, évidemment. Enfin, bon, d'abord, j'ai été agressé à 2 reprises par la justice française en 2012. Et la justice française étant ce qu'elle est, c'est-à-dire soumise au lobby judéo-sioniste, n'a jamais voulu condamner la FDJ pour ces agressions. En dehors de ces agressions, il y a je reçois toujours des insultes, des menaces, des problèmes avec les amis juifs, la famille, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'exclusion, il y a une forme d'incompréhension. Enfin bon, je l'assume. Tout à fait, c'est-à-dire j'essaye d'éclairer les gens d'abord, mes lecteurs, mes auditeurs. J'ai même fait quelques conférences au Maroc sur ce plan-là. Donc j'essaie d'éclairer les gens sur la nature du sionisme, les objectifs qu'ils recherchent et les fausses solutions, par exemple comme la solution de 2 États, que je dénonce très vigoureusement, que j'ai dénoncé dans une interview sur Al Jazeera qui est passée il y a un mois. Et donc j'essaye d'éclairer les gens sur tous ces points. Et donc en fait, parce que le problème de la Palestine par rapport à Israël, c'est quoi en Europe? C'est que tous les gouvernements européens et américains, bien entendu, sont sous l'influence des sionistes. C'est-à-dire non seulement d'Israël, mais des lobbies dans chaque pays judéo-sioniste. Et donc les médias fonctionnent toujours en faveur d'Israël, etc. Donc moi j'essaie de lutter contre ce courant. C'est vrai que c'est un courant majoritaire, mais enfin ici en France par exemple et ailleurs, nous avons des voix qui s'élèvent. Et puis grâce à l'internet, grâce à des sites comme les vôtres, on arrive à faire entendre notre voix. Et moi je crois quand même qu'il y a une évolution, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a une évolution qui est en train de se faire en faveur du peuple palestinien contre Israël, parce que les gens se rendent compte de l'injustice des sionistes, commise par les sionistes à l'encontre du peuple palestinien, sauf que évidemment ça prend du temps.
C'est-à-dire, ce changement d'optique, ça prend du temps, ça prend des dizaines d'années avant pour que ça s'établisse, ça se renforce. Ah, pour la communauté juive? Oui, pour la communauté juive. C'est un traître. Non, c'est un malade. C'est-à-dire, on est accusé d'être malade, d'avoir la haine de soi. C'est-à-dire, il y a des gens comme moi qu'on traite comme des gens qui ne se supportent pas comme juifs. On les traite, bien sûr. Ouais. Mais en même temps, ils essaient de trouver une explication psychologique. C'est-à-dire que on n'est pas bien avec moi, je ne suis pas bien avec moi-même. Voilà. Donc j'ai la haine de moi. Enfin, d'après les juifs sionistes, j'aurai la haine de soi. C'est-à-dire, je ne m'aime pas. Et comme je ne m'aime pas, je suis contre Israël et contre le sionisme. Alors qu'il suffit d'analyser objectivement le sionisme et les crimes qu'il commet depuis 70 ans, pour se rendre compte que si on est attaché aux droits de l'homme, à la justice et à la paix, on ne peut que condamner les exactions d'Israël. C'est-à-dire, ça commence à devenir comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus tranché. C'est-à-dire que les organisations idéosionistes font en sorte de mettre les gens devant le choix. Voilà, ou vous êtes derrière Israël à 100%, Vous êtes nous ou contre nous? ou alors vous êtes contre nous. Voilà. Et donc en fait, il y a de moins en moins de gens, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, beaucoup de juifs qui disparaissent dans la nature. Ils s'en fichent d'Israël, ils n'ont pas envie d'être juifs, catalogués. Et donc, on ne les voit pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a 500 000 juifs en France. Le CRIF doit représenter peut-être 100 000 juifs, 150 000, pas plus. Et donc, en fait, il y a beaucoup qui se désintéressent de la question, mais comme ils n'ont pas l'habitude de militer, ils n'ont pas envie de militer, ben on ne les voit pas. Mais ils agissent de manière discrète, mais sans être anti. Ça veut dire sans exprimer leur opposition de façon publique. Bon, moi je dis que Gaza, le gouvernement de Gaza, les autorités de Gaza, donc le Hamas, il est en état de légitime défense déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocus qui est tout à fait illégal. De quel droit le gouvernement sioniste interdit à la population de Gaza de vivre normalement, c'est-à-dire de se déplacer, d'avoir de l'électricité, d'acheter des marchandises à l'étranger, de les faire venir, d'aller pêcher sur les côtes, etc. Ils sont assiégés complètement. Ils sont assiégés, voilà. Et donc tout est calculé. En fait, quelle est la tactique des sionistes? Il faut affamer et contraindre les Gazaouis, mais pas qu'il y ait un drame humanitaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, leur politique, c'est de laisser rentrer les choses, mais à petite dose, de manière à ce que les gens subsistent, ne meurent pas, qu'il n'y ait pas un drame terrible, mais il faut leur montrer qu'ils sont sous domination, sous occupation, qu'on les contrôle, qu'ils ont l'électricité quelques heures par jour, même en dehors des bombardements. Ils n'ont pas le ciment pour construire, il manque de médicaments, il manque de tout. Et donc, le gouvernement israélien, pourquoi il fait ça? Parce que le Hamas est le seul mouvement de résistance aujourd'hui antisioniste contre Israël, contre la domination israélienne. L'autorité palestinienne est totalement soumise à Israël. Accepte l'occupation, accepte la colonisation, accepte la judaïsation de Jérusalem. Il négocie depuis 21 ans alors qu'il sait très bien que ces négociations ne mènent à rien. Et Israël voudrait que le Hamas devienne comme ça, c'est-à-dire qu'il devienne un mouvement en distribuant des privilèges, bien sûr, en leur distribuant des voitures, des appartements, etc. Mais le Hamas ne veut pas. Voilà. C'est le seul mouvement de résistance à Israël, et Israël ne supporte pas un tel mouvement de résistance. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, Israël est l'agresseur, c'est-à-dire il impose un blocus illégal aux Gazaouis, d'une part. Deuxièmement, il perpétue continuellement des assassinats ciblés. De temps en temps, il y a toujours quelqu'un qui meurt, etc. Et donc,
les Gazaouis ne font que résister en envoyant quelques roquettes quasiment inoffensives et qui ne font pratiquement aucun dommage. Bon, on le sait. Bon, et d'ailleurs, la riposte israélienne est totalement disproportionnée. En fait, il y a des centaines de morts et des milliers de blessés d'un côté, alors que de l'autre, il n'y a presque pas grand-chose. Alors, l'attitude des gouvernements européens et américains, c'est pas, il n'y a pas de principe. Le droit qu'ils invoquent est totalement fallacieux. Le droit, on l'utilise comme on veut. On peut voir par exemple ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, etc. Le droit, on s'arrange comme ça nous arrange, selon les intérêts. Ouais, voilà. Donc il il faut jamais les principes de droit. Si c'était un tribunal international comme la Cour internationale de justice qui le disait, moi je veux bien. D'ailleurs, la Cour internationale de justice a condamné la construction de séparation. Mais si ces gouvernements voulaient vraiment l'application du droit, pourquoi ils ne demandent pas la destruction de ce mur? Pourquoi ils ne demandent pas la levée du blocus, qui est illégal en droit international, etc. Donc le droit international, il l'invoque uniquement pour protéger Israël. Pourquoi il protège Israël? Parce que Israël est un chaînon extrêmement important dans la domination occidentale du monde. C'est une pièce maîtresse essentielle dans dans le processus de domination et de contrôle du monde arabe. Et depuis la création, grâce à Israël, le monde arabe aujourd'hui, il est complètement effacé, complètement sous-développé, complètement ruiné. Et donc Israël joue un rôle très important dans ce domaine. Grâce à Israël, aucun pays arabe ne maîtrise l'énergie nucléaire. Grâce à Israël, aucun pays arabe n'est en tête, n'est dans le peloton de tête pour aucune industrie, aucune activité. Et donc Israël aussi est un élément essentiel dans la sécurité, parce qu'ils développent des drones, ils sont les premiers dans les drones militaires, etc. Et c'est pour ça qu'ils défendent Israël. C'est juste des intérêts stratégiques. Israël joue un rôle, et donc on invente des raisons juridiques qui n'ont aucune valeur pour moi. C'est tout simplement la démonstration que le gouvernement français est un gouvernement aux ordres de l'obédition aux ordres d'Israël. Il a tout refusé d'attitude. La laïcité, c'est uniquement pour contraindre les musulmans à baisser la tête. Des mouvements comme la LDJ ne sont jamais poursuivis, bien qu'ils commettent des exactions, avec des preuves. Moi, quand ils m'ont agressé, ils ont filmé l'agression et ils l'ont publié sur leur site en disant que la LDJ a attaqué Jacob Cohen et le menace de récidiver. Imaginez si c'était des islamistes qui avaient attaqué un écrivain juif, sioniste, ça aurait été le tremblement de terre. Donc en fait, c'est pas surprenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Hollande, Valls, Fabius, c'est quasiment le trio magique de la domination sioniste en France. Voilà, malheureusement, nous traversons une période très difficile dans ce domaine en France. Et donc tout ce qui est antisioniste est combattu durement par les autorités françaises, on mépris même du droit. C'est-à-dire, par exemple, on interdit à Dieudonné de faire un spectacle a priori, avant même, en obligeant le Conseil d'État à adopter, etc. Donc, en fait, tout l'appareil de l'État, la justice, la police, etc., sont mobilisés pour défendre le lobby du sionisme. C'est regrettable, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça qu'on lutte contre ça. Justement, c'est la preuve qu'ici, en France, on peut se foutre de la gueule des catholiques, du pape, de Jésus-Christ, de Mahomet, que le présenter comme un terroriste, un pédophile, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut jamais toucher aux juifs et aux sionistes. Et le crime, c'est un crime de l'aile sionisme, c'est-à-dire qu'il a osé
se fiche de la gueule des sionistes dans un sketch à la télévision. Donc, dans les Jeux qui avaient suivi, il y a un spectacle à Lyon qui avait été interdit. C'est-à-dire, on lui a fait comprendre ceci, voilà, tu peux faire carrière en France, même une bonne carrière, mais attention, il y a des gens qui ne font pas Il faut respecter les règles. voilà. Mais lui ne les a pas respectés et il a tenu tête, il a beaucoup de courage. Seulement, l'antisémitisme, on trouve toujours, comme les médias sont à 80%, 90%, sont influencés ou dominés par des agents sionistes. C'est ce que j'ai appelé dans un livre les Sayanim. C'est-à-dire ce sont des gens sionistes qui travaillent pour le Mossad et qui sont insérés dans les médias et qui répandent l'idée que Dieudonné est antisémite parce qu'ils ne peuvent pas l'attaquer autrement. Et c'est pour ça que l'antisémitisme est une tactique qui est utilisée par le gouvernement israélien, par le lobby sioniste, pour éliminer toute critique d'Israël. L'antisémitisme, c'est une arme qu'on utilise énormément pour lutter contre ceux qui critiquent Israël. Par exemple, Valls a déclaré que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Mais pas du tout. Moi, je suis antisioniste, je ne suis pas antisémite, ça veut dire. C'est une rigolade, enfin, c'est une blague. Évidemment, le premier lavage du cerveau du sionisme, c'est d'abord le peuple israélien. Le peuple israélien grandit dans la haine des Arabes. On lui donne une histoire déformée de ce qui s'est passé en 1948 par exemple. On lui dit Israël voulait la paix mais les Arabes se sont enfuis, alors que c'est le contraire, etc. Et donc tout est présenté. Il y a beaucoup de nationalisme, de patriotisme dans l'éducation des jeunes Israéliens. Et donc tout est présenté pour façonner les Israéliens dans le sens de la guerre, de la domination, du racisme, etc. Et donc la première victime, et le peuple israélien et qui croit à 80% probablement que c'est une guerre juste, que toutes les guerres que mène Israël sont justes et qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc pour eux, il n'y a pas de colonialisation, on l'a dit. Non, je dirais même que pour beaucoup dans l'état d'esprit israélien, ils sont arrivés à leur faire admettre, c'est ça la propagande. Prenez même les Israéliens de gauche, ils vous diraient ah, qu'est-ce qu'on aimerait faire la paix avec les Arabes, si seulement les Arabes, on pouvait leur faire confiance, etc. Donc en fait, ils ont déjà dans la tête, les Israéliens, la majorité des Israéliens, l'écrasante majorité des Israéliens, que disait Ehud Barak, le Premier ministre travailliste, c'est-à-dire disait Israël est une villa dans la jungle. C'est-à-dire, voilà. L'entourage, c'est... Voilà, c'est la jungle. Et nous sommes la civilisation. Et donc, en fait, c'est ça l'état d'esprit des Israéliens. C'est-à-dire, on ne peut même pas leur faire confiance à ces Arabes. C'est ça le problème. Même si on leur donne un pays, on peut pas, ils vont nous attaquer, etc. Donc, ça ne sert à rien. L'arabe ne comprend que le langage de la force. Voilà le psyché de l'Israélien en général, c'est-à-dire 90% des Juifs israéliens. La solution ne peut venir... Bon, d'abord, je rejette totalement comme irréaliste et comme une arnaque, comme une manipulation, la solution des deux États. Pourquoi? Vous êtes contre la solution des deux États. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais un État palestinien. C'est pas la peine de régler. S'il y a des Arabes, des dirigeants arabes, des intellectuels arabes ou palestiniens qui pensent, qui sont convaincus qu'il y aura un État palestinien, ou alors ils sont stupides, ou alors ils font le jeu d'Israël. Moi, je n'ai pas de... Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut imaginer négocier un traité de paix depuis 21 ans et on n'arrive pas à le solution? Je vais vous dire, l'Amérique est pour deux États, la France, l'Europe, tous les pays arabes, Israël est pour une solution à deux États, la Russie, la Chine, et on n'y arrive pas depuis 21 ans. Attendez, réfléchissez. Ça veut dire quelque chose qui cloche. Le problème, c'est quoi? Israël a inventé l'autorité palestinienne. Moi, je pense que c'est une opération de propagande extraordinaire. Et temporaire, je pense. Non, pas du tout, parce qu'ils veulent continuer, on continue, tant que les négociations durent. Au moment des accords d'Oslo, il y avait 150 000 colons. Aujourd'hui, il y a 650 000 colons.
Ils vont continuer à négocier encore quelques années, il y aura 1 million de colons. Ils partiront jamais, ces colons. C'est-à-dire, la seule possibilité qu'Israël peut offrir aux Palestiniens, c'est un petit Bantoustan dont ils contrôleront tout. L'espace aérien, l'eau, etc. Ça, oui, ils peuvent leur accorder un petit Bantoustan. Mais, en dehors de ça, ils ne peuvent pas leur accorder un vrai État. Parce qu'il y a 650 000 colons, et il y a toujours des colons qui partiront jamais. Moi, je préconise que l'autorité palestinienne se dissolve et dise il n'y a plus d'autorité palestinienne. Prenez tout. Voilà, occupez-nous. C'est chaud, en réalité, c'est ça. Voilà, en plus, c'est ça la réalité. Mais quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'Israël deviendra le vrai occupant. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un soi-disant gouvernement palestinien avec un président. Parce que les gens croient qu'il y a un gouvernement palestinien. Mais pas du tout, ce sont des larbins. Vous dire que c'est un fonctionnaire chez les Voilà, autorités israéliennes. ce sont des larbins, bien sûr. Les forces palestiniennes, à quoi elles servent? Assurer la sécurité des colonies, des routes de contournement dans le Cisjordanie réservées aux Juifs, à arrêter les militants du Hamas, du djihad islamique, c'est tout. Ce sont des harkis. Les forces de sécurité palestiniennes sont les harkis d'Israël. Et donc, s'il n'y a plus d'autorité palestinienne, ça veut dire qu'Israël redevient l'occupant, et devant le monde entier, il est occupant. Probablement dans les mois qui suivront, la plupart des pays reprennent leurs relations diplomatiques et contre Israël. Et c'est une solution qui fait très peur au monde entier, à l'Amérique, à Israël. Dès que Mahmoud Abbas, de temps en temps, il a, vous savez, il dit, je veux du sous. Alors tout le monde, tout de suite, on lui fait un chèque de 200 millions de dollars. Obama le reçoit, alors que, qu'est-ce qu'il en a à foutre, Obama de recevoir Mahmoud Abbas? Il représente moins que rien. Il est reçu à l'Élysée, il est reçu par le... Mahmoud Abbas, Monsieur le Président, il faut négocier, M6 le reçoit, la monarchie saoudienne le reçoit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cette... Mais cette perspective doit arriver un jour. Parce que le peuple palestinien, jusqu'à quand il va subir les barrages, les contrôles, les destructions de maisons? Un jour, probablement, il y aura la fin de l'autorité palestinienne. Et là, à ce moment-là, les Palestiniens qui sont et en Cisjordanie et ailleurs demanderont un État unique où tout le monde aura les mêmes droits. C'est ce que je préconise. Et c'est pas ce que je préconise, je pense que c'est l'histoire imposera cette solution, qu'on le veuille ou non. Monsieur Jacob Cohen, on vous remercie d'abord de nous accorder encore une fois de proposer cette interview. Là, on va vous laisser dire Eh bien, j'invite mes compatriotes marocains qui sont au Maroc et qui vivent en France ou ailleurs en Europe à rejoindre le combat que nous menons avec d'autres, moi et d'autres, pour la justice et pour la liberté du monde arabe. Parce que la Palestine ne représente pas seulement un pays quelque part ailleurs. Le combat contre le sionisme, le combat pour la Palestine, c'est un combat aussi pour la dignité et la liberté de tous les pays arabes. Merci Jacob Cohen de nous accorder cette interview. On se retrouvera la prochaine fois certainement. Inch'Allah. Parce que ça c'est juste le début.